Parce qu'on a été rattrapé par l'actualité en fait. Il s'est passé des choses terribles sur le port du Havre pendant qu'on écrivait la série. Et Ouais. on s'est senti, sans prétention aucune, s'est senti très bête quand on s'est rendu compte qu'on avait anticipé le drame qui s'est produit en 2020 avec l'assassinat d'un des dockers, quoi. On s'est senti très très bête. Et qui était très proche de ce qu'on avait imaginé. Clairement. Ce qui a été très problématique dans le fond, parce qu'en Bah fait, ouais. on créait une pure fiction. Et c'était pas, en fait, on n'était pas en train d'adapter une histoire vraie. On a fait un petit tour au Havre, quoi. On a fait plusieurs voyages, 2, 3, si mes souvenirs sont bons. Moi, je suis de là-bas, donc ça a aidé aussi parce que moi, je connais bien le monde portuaire. Mon père était marin. J'ai un grand-oncle qui était docker et j'ai grandi avec beaucoup de fils de docker. Et très vite, en fait, on s'est trouvé, je vais pas dire dépassé, mais complètement pris par le sujet, quoi. On a trouvé des choses extrêmement fortes et lisibles dans le projet et qui, en plus, allaient de pair avec une grosse envie aussi d'incarner la ville avec tout ce qu'elle a de très, très graphique et une histoire aussi, que beaucoup de gens connaissent, avec l'histoire de bombardement, une énorme histoire ouvrière aussi qu'on avait envie d'incarner. Donc, on a fait beaucoup de documentation, on a rencontré pas mal de gens. Mais il y avait aussi de la documentation vivante, en fait. On a rencontré des personnes aussi qui étaient juste mes amis, quoi. C'est vrai que ça a permis de sentir le parler, l'habitude de cette ville-là, quoi. L'histoire vivante, en fait, est très présente du Havre, quoi. On a rencontré tant effectivement des habitants du Havre que son maire. On a rencontré des gens d'Aropa aussi. Donc la société qui gère en fait l'ensemble des infrastructures portuaires du Havre jusqu'à Paris, Gennevilliers. Donc c'était intéressant aussi. Enfin voilà, on s'est intéressé aux différentes strates qui gravitent comme ça autour du port du Havre. Chez les dockers, on a principalement travaillé sur la base de documentation journalistique, de coupures de presse, d'articles, mais on n'a malheureusement pas pu accéder directement à eux, si ce n'est à une seule reprise, où les échanges ont été intéressants, mais finalement se sont limités. On n'a pas pu remonter jusqu'à la direction du syndicat, notamment. Donc ça, c'est un regret. Parce qu'on a été rattrapé par l'actualité, en fait. Il s'est passé des choses terribles sur le port du Havre pendant qu'on écrivait la série. Et on s'est senti, sans prétention aucune, on s'est senti très bête quand on s'est rendu compte qu'on avait anticipé le drame qui s'est produit en 2020 avec l'assassinat d'un des dockers, quoi. On s'est senti très très bête. Et qui était très proche de ce qu'on avait imaginé. Clairement. Ce qui a été très problématique dans le fond, parce qu'en Bah fait, ouais. on créait une pure fiction. Et c'était pas, en fait, on n'était pas en train d'adapter une histoire vraie. Exactement. Donc on a changé des choses pour s'éloigner justement tout à fait. de ce qui s'est passé. Il y a eu des articles, il y a eu un travail journalistique et télévisuel qui a été fait chez les dockers et qui, quelque part, les a amenés à se fermer. Donc, et à refuser tout, même la fiction, quelque part, ce qui est un peu dommage. Sachant que nous, on le voit au travers de la série, on présente les dockers comme des victimes d'un trafic qui les dépasse. Quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus destructeur aujourd'hui à l'échelle mondiale, une explosion. Et on parle, les dimensions sont faramineuses. C'est-à-dire que là, l'exemple pire, c'est Anvers. Anvers, on a saisi l'année dernière plus de 90 tonnes de cocaïne. On estime que c'est entre 5 et 10% de ce qui a été passé. Et ce qui veut dire qu'on parle de centaines de milliards d'euros de valeur qui transitent aujourd'hui et qui sont le fruit du trafic de drogue. Donc la vie d'un docker qui va être tenté à un moment donné, tout à coup parce qu'on lui dit c'est 40 ou 50 000 euros pour un quart d'heure pour sortir un sac. Il y a une tentation, mais une fois que le doigt est dedans, en fait, c'est des vies qui sont broyées, des familles qui sont broyées. Tout à fait. Et c'est ça qu'on raconte. C'est ça qu'on raconte. Complètement. Et il faut ajouter aussi autre chose, c'est que durant la fabrication, en fait, cet effet de réel nous a rattrapés sans cesse. Dans le sens où, effectivement, on avait mis le doigt dans un engrenage, et en fait, au fil du tournage, de la post-production, en fait, nombre d'articles arrivaient sur de nouvelles affaires, en fait. Des opérations de police, un procès qui a commencé. Puis, vous rajouter, tu parlais d'Anvers, mais on se retrouve en Belgique au moment où on tournait avec un ministre de l'Intérieur qui est menacé d'enlèvement. Donc toutes ces choses-là faisaient que notre projet se retrouvait au cœur de tous ces enjeux économiques qui ont bouleversé le monde ces dernières années, quoi. Donc par le prisme des docks du Havre, on parle d'un monde en marche, rongé par la corruption et par tous ces trafics.
T'imagines qu'il y a des gars de chez nous qui ont planqué de la cam dans la caisse de ton fils? Il y a des gars que je dérange, je sais. Dans quel merdier tu l'as embarqué? Alors avant le milieu des dockers, ce qui nous a inspiré, c'est d'abord la ville, puisqu'au tout début, ça part d'une rencontre en fait esthétique avec le Havre, hein, son architecture, son port aussi. Et l'envie d'écrire sur les docks, elle est arrivée un petit peu plus tard, hein, quand on a commencé à s'intéresser aux différentes catégories socio-professionnelles sur le port. On s'est vite rendu compte que les dockers étaient un peu le point de convergence de beaucoup de problématiques et qu'il y avait quelque chose voilà, de secret et de mystérieux autour de cette corporation qui se prêtait bien à voilà, une fiction sérielle. Donc on a anglais notre écriture sur eux en partie, mais finalement pas que, parce que De Grasse n'est pas une série à 100% dans l'univers des dockers, hein. On en sort aussi de temps en temps et tous nos personnages ne sont pas dockers. Mais après, c'est vrai que c'est une corporation qui a ses propres codes, quoi. Donc c'est un truc qui est hyper intéressant parce que on vient docker de père en fils, c'est une corporation qui a une histoire hyper forte. Donc pour nous, c'était important d'incarner le port via quelque chose d'emblématique comme les dockers, quoi. Voilà, on est et on meurt docker, quoi. Moi, j'avais reçu tout le personnage en recevant le scénario. Ces femmes qui sacrifient leur vie. C'est une fille de docker, femme de docker. Le monde des docks, c'est toute sa vie. Elle n'a jamais quitté le Havre. Elle est dans une famille, un monde assez patriarcal, d'hommes. C'est quelqu'un qui ne se met jamais en lumière. C'est quelqu'un qui va faire tout pour que Pierre, son mari, grimper dans l'échelle du syndicat, des ouvriers, des docks. Elle va élever ses enfants, mais c'est compliqué. Rien n'est facile, elle ne se plaint jamais. Elle a plus facile, même si la situation est compliquée avec ses fils, parce que ça, elle comprend. C'est une femme qui a été élevée vraiment dans un monde d'hommes. Elle n'a pas de sœur, on ne la voit pas beaucoup avec des copines. Sa fille, par contre, je pense qu'il y a un rapport très ambigu, parce que sa fille va faire tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Emma va quitter le Havre. C'est la chouchoute de Pierre, mon mari, son père, qui est plus dur avec ses fils, qu'elle essaye de protéger tant qu'elle peut. Emma va pouvoir faire des études. Je pense que Laurence est très intelligente aussi. Elle aurait pu, mais c'était même pas pensable. Elle devient parisienne. Donc il y a un mélange, je pense, d'admiration. De rivalité. Je pense qu'elle a un peu honte de ne pas être aussi cultivée que sa fille, de mal parler, de ne pas parler comme à la parisienne. Du coup, elle en veut un peu à sa fille. La vie est dure tous les jours. Voilà, c'est le genre de femme qui se plaint jamais. Et puis, c'est ces femmes qui, face à l'adversité, face au pire du pire, mais sans qu'elle le cherche, c'est vraiment sa manière à elle de sauver sa famille. Elle va se révéler complètement et elle va se découvrir peut-être une puissance et une force assez folle. Moi, je suis parti... moi, je pars en couille dans le truc, quoi. Alors que si j'avais été peut-être un peu plus ancré dans la famille, peut-être que j'aurais suivi peut-être le chemin de mon père dedans. On va dire que les valeurs sont communes, mais il les a pas utilisées de la même manière. Et comme il était un peu rejeté, il a essayé de s'en sortir avec les mêmes valeurs, sauf que les mêmes valeurs face à des enjeux différents, ça fait pas le même résultat, quoi. Moi, ce qui a été particulier, c'est qu'à l'écriture, au départ, effectivement, la famille était assez dysfonctionnelle, mais moi, j'étais assez parfaite. Et donc, il manquait une faille à ce personnage. Et quand on est arrivé, donc la veille du tournage, moi, j'avais quand même hyper bien bossé mes trucs et tout. Et Vincent me dit, et merci à lui, écoute, je pense qu'il faut qu'on lui rajoute une faille. Et donc, on a rajouté que c'était une femme qui avait aussi beaucoup d'angoisse et des crises d'angoisse. Je trouve qu'il y en a toujours un dans une famille qui a envie d'être le bon modèle. Et chacun prend le créneau qu'il peut prendre. Je pense que Emma, elle a pris ce créneau-là, elle voulait plaire à son papa. Et on lui a construit une angoisse aussi à se réaliser. Et cette dualité. Ce qui, moi, m'a permis aussi de pouvoir avancer en se disant, oui, elle va aider ses frères, et en même temps, c'est pas que facile. C'était assez simple, parce que comme dans la vraie vie, on avait une famille, on n'avait pas besoin de trop de bosser le côté familial. On a juste eu besoin de s'inspirer du fait qu'on avait déjà une famille. C'est vrai qu'il y a une espèce d'évidence. On se ressemble, même nous, ouais, c'est un peu troublant. Physiquement. Ouais. On a un peu la même manière de parler. On a des trucs en commun, en fait. Ce côté un peu... connivence. rien. Un peu âpre aussi, parfois, avec Panayotis aussi. Il y a eu... parce qu'on a commencé à tourner, en fait, la série. Pendant 2 semaines, on était enfermés dans la maison des Le Prieur. Ouais. Donc, on était tout le temps ensemble. Donc, on s'est très vite découverts. On était 10 heures par jour ensemble tout le temps.
Et les scènes étaient tout de suite très fortes, les premières scènes qu'on a abordées. Et du coup, on a fait connaissance hyper vite. Ouais. Les enjeux étaient marqués, donc du coup, Ouais. c'est vrai que ça a mis les rapports assez rapidement. Ouais. Ouais. Puis après, on est en même temps tous différents, donc c'était facile de créer des différences aussi de rapport. Et après, c'était super bien écrit aussi, hein. Donc ça nous a permis comment dire, de chercher, en tout cas pour ma part, une couleur à jouer avec chacun. Se dire, bon, quel lien on a, nous, c'est un petit peu compliqué. Nous, n'en parlons pas, on va laisser la série nous rapprocher. Voilà, et de construire un peu... c'était ce qui était intéressant dans cette famille dysfonctionnelle aussi, c'était justement les liens entre tous ces personnages qui... Il n'y a pas un lien qui se ressemble. Non, c'est très important ça, la crédibilité des familles, et des frères, ou les frères et sœurs. Ouais. Il y a juste Panayotis qui ne ressemble pas. Il ressemble à son papa. Oui, mais il en fait Ah oui, rien. c'est vrai, c'est le brin. Il y en a c'est le brin de la toujours un. famille. Ouais. Et Vincent, il est aussi philosophe. Il est philosophe et réalisateur. Ah, c'est pour ça qu'il aime. Et donc, il aime, Ouais. il est fasciné par l'humain. Il est fasciné par l'humain. Il a envie de gratter tout le temps. Et donc, quand on a un réalisateur qui est fasciné par l'humain, donc, qui est fasciné par ses personnages, il les a rendus tous, mais tous et toutes, tous ces personnages, même des personnages qui sont un peu plus discrets, existent, mais avec tellement de couches. C'est du grand, pour moi, c'est du grand cinéma. Et ils sont tous distincts. Encore une fois, je pense que ça part du territoire, hein, ça part vraiment de sensations au contact de la ville. C'est une ville qui se contemple elle se contemple d'elle-même en fait. On peut être à la fois en ville haute, en ville basse. Il y a de multiples points de vue en fait sur cette dimension, voilà, un peu bigger than life, parce que c'est une ville qui est à la fois qui paraît comme ça un peu oubliée, provinciale. C'est l'estuaire de la Seine, c'est la grande banlieue de Paris presque. Et en même temps, il y a un appel sur l'ailleurs. Il y a quelque chose de très très puissant qui en fait en fait une ville plus grande qu'elle-même. Ouais. Et donc les références, elles sont venues assez naturellement après avoir éprouvé un peu la ville. Tout d'un coup, en termes d'image, on la raccorde, oui, à des cinématographies, effectivement, comme James Gray, mais pas que. Moi, sur les ciels, on avait aussi Ceylan, le réalisateur turc. Moi, je pensais beaucoup à lui. Il y a des cinématographies russes aussi qui évoquent ça, Sokurov, Zagintsev. Moi, c'était aussi des références qu'on n'a pas beaucoup mis en avant parce qu'elles étaient moins polar que Gray, mais c'est vrai que voilà, il y a une importance du ciel, par exemple, qui est incroyable. Et donc, on va chercher dans des images de cinéma qui prennent aussi cette dimension-là en charge, quoi. Moi, mon credo en tant que metteur en scène, c'est à chaque fois, je dis, je veux faire un film plus intelligent que moi. Et je n'ai pas envie de faire ce film que j'ai dans la tête, pas dépenser des millions pour faire un truc que j'ai déjà vu, donc je veux faire un truc qui soit beaucoup mieux, qui m'épate. Et pour ça, il faut être une espèce de vampire qui suce l'intelligence de tout le monde, de l'équipe, de laisser le plateau ouvert pour que les gens s'expriment et soient en état de réflexion. Et avec Vincent, c'est exactement ça. Il a un mot à chaque fois quand on propose un truc, qu'on pense que c'est dans la bonne vibration du personnage ou du truc, il dit carrément. Il dit ah oui, carrément. Il n'hésite pas une seconde. Je trouve qu'il y a un univers qui est tellement fort, puissant. L'image est folle, la musique est incroyable. Je sais que la musique, c'est difficile dans une série. Moi, je trouve vraiment très difficile. La musique, elle ajoute. Il met... c'est un grand réalisateur, quoi. Il transcende tous les éléments, tous les artisans, tous les artistes pour en faire une grande œuvre. Moi, je trouve que c'est vraiment une... En fait, il nous laisse partir loin, mais il sait toujours où on va un peu, quoi. Même s'il y avait des moments où en fait, il sait quand il y a un moment où il faut avoir une maîtrise, il faut un peu contrôler, hein, et il y a un moment où il faut laisser, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet de partir, d'aller chercher des trucs et de revenir avec un truc carré, quoi. Et quand on a transmis ça, effectivement, on a essayé de faire converger tous les points de vue avec Vincent et en lui donnant ces références-là. Et puis Vincent, il est venu avec son image à lui aussi. Ouais, complètement. Et son symbolisme à lui, qui a emmené aussi la série peut-être encore plus loin, ce qui était assez chouette. Mais c'est vrai que quelquefois, on se défend de références cinématographiques pour la série, mais là, à contrario, on s'est dit dès le départ que l'enjeu, c'est quand il y aurait une rencontre avec un réalisateur, c'était de faire en sorte qu'on puisse déshabiller le texte à son essence propre, concentrer les sucs pour que la réalisation puisse s'emparer de l'objet. Et à partir du moment où on s'ancre dans le Havre, voilà, il y a une obligation, un contrat avec nous-mêmes qui doit être respecté pour pousser tous les curseurs esthétiques aussi loin. Et notre chance, c'est vrai que quand on voit le film de Vincent, avec un ancrage provincial très fort, avec une famille dysfonctionnelle,
visuel, avec un formascope, avec un sens de la lumière et du cadre qui taquine le genre, on se dit, tiens, ça coche pas mal des cases qu'on partageait autour du projet. Et le langage commun s'est construit avec lui très rapidement. Il a la chance d'avoir déjà fait des repérages au Havre pour un autre projet. Ouais. Ça cimente, on a le même langage. C'est important, voilà. Il y avait une envie de sa part, donc de la part de Vincent Malcardona, une envie forte aussi de tourner au Havre. Il était déjà, il connaissait la ville, il avait une envie, il avait un désir en fait, qui venait de loin. Donc ça a aussi, je pense, grandement aidé à ce que la jonction s'opère parfaitement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait quand même travaillé aussi sur un mood board en fait. Ouais. De scénariste, voilà, mais on avait des références visuelles. Et quand on a vu son travail, parce que lui est arrivé avec une proposition sous forme de mood board aussi, finalement les images matchaient parfaitement et on avait des références communes. Donc c'était intéressant de voir qu'il avait projeté sur nos textes ce qu'on y mettait nous aussi. Voilà, avec aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que dans l'imagerie, dans la lumière, il y a aussi un travail, et cette série ne s'appelle pas De grâce pour rien, il y a un travail mystique, il y a une recherche d'une grâce, il y a une recherche d'une lumière, il y a de quelque chose de plus grand. Et ça de spiritualité. De spiritualité, et ça a été important aussi. C'est pour ça que quand on parlait des impressionnistes, c'était pas pour des références intello, c'est que vraiment il y avait une façon de traiter les ciels qui était pour nous hyper importante et qu'on a essayé de faire sentir déjà dans l'écriture initiale du projet, quoi. Et pour finir sur les références, c'est vrai qu'on a un peu investigué aussi le champ de la littérature. Il y avait des trucs intéressants. Il y avait un super roman de Sartre qui s'appelle La nausée, qui se passe au Havre, qui est hyper important pour tout ce qui est lutte des classes, qui était vraiment qui est un pur chef-d'œuvre. Et les romans de Maupassant comme Pierre et Jean, d'ailleurs, il y a un petit, il y a deux personnages qui s'appellent Pierre et Jean, quoi. Donc c'est un petit écho en creux à ce grand auteur qui était Maupassant, qui a fait un super. Et Pierre et Jean se passe au Havre, justement. Grand roman. Ma famille est maudite. Et depuis toujours. Docker de merde. Mais qu'est-ce que vous avez contre le syndicat? Ça vous fait mal d'être des enfants de docker ou quoi? C'est comme si cet endroit nous avait jeté un sort. J'ai pas besoin de toi. Mais tu comprends pas comment on fait la guerre. Si tu parles pas, t'es mort. Il va t'emmener jusqu'en enfer, tu vas tout perdre, ta femme, ta fille. De grâce, pardonnez-moi. Pardonnez-leur. Le mal est le mal. C'est ce monde. Cette ville peut-être.